Alors, la sociologie, cette discipline qui décortique notre vie en société, eh bien, il faut savoir qu'elle n'est pas née dans le calme feutré d'un laboratoire. Non, pas du tout. Elle a été littéralement forgée dans le feu, dans le chaos des révolutions, au moment où le monde était en train de basculer. Allez, on va plonger dans cette histoire fascinante. Voilà, c'est dit. La sociologie est fille de la Révolution. C'est une phrase choc, hein. C'est direct, c'est puissant. Et ça, c'est vraiment le cœur du sujet. Une affirmation pareille, ça force à se poser des questions, notamment. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on a eu besoin de créer de A à Z une science entièrement nouvelle juste pour comprendre la société? Pour avoir la réponse, eh bien, il faut faire un petit voyage dans le temps, à une époque où tout, absolument tout, a été chamboulé. Ok, alors, on y va, on plonge dans ce contexte. Essayons de nous représenter un monde complètement sans dessus-dessous. Un monde où tous les repères, tout ce qu'on croyait solide, se fissure et s'effondre. C'est de ce chaos, de ce tumulte, que va naître une urgence, l'urgence de comprendre. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, on a l'ancien monde, pensée rurale, agricole, une vie rythmée par les traditions, la communauté, la monarchie, tout était assez prévisible. Et de l'autre, bam, le nouveau monde, urbain, industriel, bruyant, la démocratie qui vient tout bousculer, les hiérarchies qui explosent et l'individu qui passe avant le groupe. Forcément, dans ce nouveau désordre, toutes les anciennes certitudes volent en éclats. C'est comme si les vieilles cartes ne menaient plus nulle part. Alors, face à ce bouleversement monumental, les esprits les plus brillants de l'époque se sont dit « Ok, on ne peut plus continuer comme avant ». Ils ont compris qu'il fallait une approche totalement nouvelle. Une approche scientifique, pour essayer de déchiffrer cette société devenue si complexe. Et ce n'est pas juste un seul événement, c'est une véritable tempête parfaite, alimentée par 4 révolutions qui se télescopent. D'abord, les révolutions politiques, l'américaine, la française, l'ordre ancien, la monarchie, tout ça est balayé. Ensuite, la révolution scientifique, qui change complètement la façon de penser. Désormais, ce sont la raison et la preuve qui comptent. Et enfin, la révolution industrielle, la machine à vapeur, les usines qui transforment l'économie, qui arrachent des millions de gens à leur campagne et qui créent de toutes nouvelles classes sociales et avec elles, de nouvelles tensions énormes. Et c'est ça le point clé. C'est résumé ici. Les anciennes règles avaient disparu. La société elle-même était devenue une énigme à résoudre. Avant, la société, ça allait de soi, on ne se posait pas la question. Mais là, tout d'un coup, c'est devenu un immense point d'interrogation, un puzzle géant. Il fallait donc des sortes de détectives, de nouveaux enquêteurs, avec des outils tout neufs pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et ces enquêteurs, eh bien, les voici. Ce sont les pionniers, les premiers sociologues, des penseurs audacieux qui ont osé faire quelque chose d'inédit, appliquer la rigueur de la science au monde social. On a là les poids lourds. Auguste Comte, c'est lui qui invente le mot sociologie. Karl Marx, bien sûr, qui voit la société comme une lutte des classes. Max Weber, qui va analyser comment notre monde devient de plus en plus rationnel, presque désenchanté. Et puis Émile Durkheim, celui qui va vraiment poser les fondations, les règles de la sociologie en tant que science. On va s'attarder un peu sur Comte et surtout sur Durkheim. Alors, Auguste Comte, c'est lui qui bâtit cette nouvelle discipline et son ambition, elle est immense. Il veut créer une physique sociale. Rien que ça. L'idée, c'était de découvrir les grandes lois qui régissent la société, un peu comme Newton a découvert les lois de la gravité. Il voulait trouver des règles objectives, invariables. Et ça amène à un changement radical de perspective. L'objectif, ce n'est plus de se demander comment la société devrait être, comme le faisaient les philosophes en imaginant des cités idéales. Non, le but, c'est de comprendre la société telle qu'elle est. On observe, on analyse les faits, la réalité brute. C'est ça le fameux positivisme. On s'en tient à ce qui est observable, mesurable, comme un scientifique dans son labo. Mais pour faire ça, pour voir la société autrement, il fallait de nouveaux outils, de nouveaux concepts. Et l'un des plus puissants, on le doit à Émile Durkheim. Lui, on le considère souvent comme le véritable père de la sociologie universitaire, celui qui en a fait une vraie discipline. Et voilà son idée maîtresse, le fait social. Alors ça, c'est une idée géniale et un peu contre-intuitive. Durkheim nous dit qu'il existe des forces, des structures sociales qui sont extérieures à nous. Elles sont invisibles mais bien réelles et elles exercent une contrainte sur nous. C'est simple en fait. Le langage qu'on utilise, les lois, la monnaie, on n'a rien inventé de tout ça personnellement et pourtant ces faits sociaux dictent une grande partie de notre vie. Pour étudier ces faits sociaux, Durkheim met en place une méthode scientifique très stricte. Premièrement, il faut traiter les faits sociaux comme des choses. Ça veut dire les regarder de l'extérieur, froidement, sans affect. Son étude sur le suicide est l'exemple parfait. Il ne s'intéresse pas aux raisons personnelles de chaque individu, mais aux statistiques, au taux de suicide en différents groupes. Deuxièmement, il faut écarter toutes nos idées préconçues. Et enfin, le plus important peut-être, il faut expliquer le social par le social. Autrement dit, pour comprendre un phénomène social, la cause est à chercher dans la société elle-même, pas dans la psychologie des gens.
Et tout ça, ça nous amène à la grande angoisse de Durkheim. Il se demande, dans ce nouveau monde, où tout le monde pense à soi, où l'individu est roi, comment la société fait-elle pour tenir? Qu'est-ce qui l'empêche d'exploser en 1000 morceaux? Quel est le ciment qui nous lie encore les uns aux autres? Et pour répondre, Durkheim va distinguer deux grands types de ciment social. D'abord, dans les sociétés anciennes, traditionnelles, il y avait ce qu'il appelle la solidarité mécanique. C'est simple, les gens sont unis parce qu'ils se ressemblent tous. Ils partagent les mêmes croyances, les mêmes valeurs, le même mode de vie. Mais dans nos sociétés modernes, industrielles, c'est différent. Ce qui nous lie, c'est une nouvelle forme de solidarité qu'il nomme organique. Et cette solidarité organique, elle vient de la division du travail. On devient en fait comme les organes d'un même corps. Pensez-y, le boulanger a besoin du maçon, qui a besoin de l'informaticienne, qui a besoin du médecin. Chacun a sa spécialité, on est tous devenus très différents les uns des autres, mais c'est justement cette différence, cette spécialisation, qui nous rend totalement dépendants les uns des autres. On ne peut plus se passer du travail des autres. Et voilà le nouveau ciment, ce n'est plus la ressemblance, c'est l'interdépendance. Pour conclure, on voit bien que la sociologie n'est pas sortie de nulle part. Elle n'est pas née d'une simple curiosité intellectuelle. Elle est vraiment la réponse nécessaire au chaos des révolutions, à la plus grande transformation sociale que l'humanité ait connue. Elle nous a donné une nouvelle grille de lecture, de nouveaux plans pour comprendre comment notre vie moderne, complexe et si différente, est malgré tout possible. Ce qui nous laisse avec une question. Une question pour notre propre époque, dans notre monde d'aujourd'hui. Hyper connecté grâce à Internet, mais en même temps si fracturé, si divisé, est-ce que cette solidarité organique de Durkheim, cette interdépendance, est encore suffisante pour faire tenir l'ensemble? Ou est-ce qu'on est en train de voir naître, peut-être, de nouvelles formes de ciment social? C'est une question qui reste totalement ouverte.